Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. On a fait exclusivement l'acquisition de clients à partir du réseau. Alors le réseau pris isolément est insuffisant et je pense qu'en fait il faut cumuler d'une part le réseau et d'autre part l'expertise technique assez poussée et assez pointue. Le cumul des deux fait qu'on a en fait un boulevard pour pouvoir acquérir des clients dans un marché qui est le nôtre. Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offrira un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Édouard Dieudonné, fondateur d'Emaxis. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Édouard, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Geoffroy, alors je vais très bien ce matin et je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec toi pour discuter de notre histoire, effectivement. Pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu sur toi-même et sur ton parcours et ce que tu fais actuellement ? Moi, je suis expert comptable. J'ai un parcours un petit peu atypique, vu que je n'ai pas fait la comptabilité en haute école. J'ai d'abord commencé ma carrière dans le secteur bancaire. J'ai adoré ça, notamment en tant que business banker, où j'ai pu accompagner les entrepreneurs dans le cadre de la réalisation de leurs projets au travers de l'octroi de crédit ou de l'analyse de dossiers bancaires. Et puis, il y a 7-8 ans maintenant, j'ai décidé d'aller un cran plus loin et de donner quand même un virage assez significatif à ma carrière en créant une fiduciaire d'expertise comptable, toujours dans la perspective de pouvoir conseiller et accompagner les clients. Au niveau des études, toi, tu as fait un double master, c'est ça ? Oui, donc j'ai d'abord commencé par un master en sciences de gestion, a priori destiné... Dans la perspective qui était la mienne à l'époque, à faire toute une carrière dans le secteur bancaire et financier. Et puis quand j'ai décidé de réorienter partiellement ma carrière, je me suis dit c'est bien, mais il faut aussi acquérir des compétences techniques, indépendamment des autres compétences. Et donc là, j'ai décidé de faire en cours du soir un master de spécialisation en droit fiscal, qui est venu appuyer finalement de manière un peu plus théorique l'acquisition de compétences pour pouvoir opérer de manière efficace ce virage. Donc voilà, ça s'est anticipé quelques années avant. Oui, donc tu as prévu le virage, donc tu l'as prévu, oui, comme tu dis, tu l'as anticipé. Oui, sans savoir exactement et précisément là où ça allait me conduire, mais en tout cas, je savais qu'il y avait un virage qui s'annonçait. Et j'avais après la nécessité, du coup, de transformer cette décision en une opportunité, et les opportunités sont présentées à moi. Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire à partir du moment de la création d'Emaxis ? Oui, alors je vais même reprendre un petit peu plus tôt peut-être. À un moment donné, on a un job de salarié, on est bien, on se plaît dans ce qu'on fait, on est aussi reconnu pour ce qu'on fait, et on commence à avoir aussi, même si ça reste accessoire, un package salarial qui devient attractif. Et puis on a une opportunité, on a un déclic, on a une envie, et un jour on se lève ou on rentre chez soi. Et on annonce à ses proches que finalement on décide de démissionner. Démissionner pourquoi ? Démissionner pour un projet, mais avec finalement relativement peu de choses concrètes. Et donc ça inquiète généralement les personnes qui sont un petit peu plus frileuses dans notre entourage, qui nous disent mais pourquoi tu fais ça ? T'es bien, tu aimes ce que tu fais, tu es reconnu pour ce que tu fais et t'es heureux dans ta vie. Pourquoi aller finalement prendre autant de risques ? Je trouve que quitter un job de salarié pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale sans savoir exactement et précisément où ça nous conduira, mais en ayant quand même des objectifs, c'est le meilleur moteur et le meilleur carburant. En fait, on se jette à l'eau, on n'est pas fou, on a quand même quelques bases de natation, mais on se jette à l'eau et on se dit qu'on va devoir apprendre à nager. Et c'est ça qui est extrêmement nourrissant. Et ensuite, donc les étapes clés... Et ensuite, à partir de la création d'Emaxis. Et ensuite, donc, on a créé Emaxis en 2018. On a changé de job, on a loué un bureau, on a créé une société. Et puis on s'est dit, c'est bien, mais il faut trouver des clients aussi. Mais d'abord, on a mis en place une structure qui était quand même relativement flexible. On a démarré à 2. Donc de salaire quand même si c'est souvent un peu le parcours du combattant, et je pourrais t'en parler plus tard, au début en tout cas au niveau financier, du lancement d'une aventure entrepreneuriale.
on a donc créé Maxis et on s'est dit il faut trouver maintenant des clients. Et là, en fait, je me suis rendu compte de quelque chose que je pensais, mais qui s'est vraiment concrétisé. C'est que finalement, une des clés de succès d'un entrepreneur, c'est son réseau. Là où énormément de confrères achètent des clientèles, achètent des cabinets d'expertise comptable pour démarrer et avoir un terreau avec déjà des arbres qui ont poussé, eh bien nous, on s'est dit, c'est pas grave, on va activer notre réseau et finalement, on est très vite passé de 2 à 3, 4, 5 et aujourd'hui, on est à 11. Et donc l'acquisition de clients, tu l'as fait uniquement à partir de ton réseau ou il y a eu d'autres canaux qui ont servi? Donc, on a fait exclusivement l'acquisition de clients à partir du réseau. Alors, le réseau pris isolément est insuffisant et je pense qu'en fait, il faut cumuler d'une part le réseau et d'autre part l'expertise technique assez poussée et assez pointue. Le cumul des deux fait qu'on a en fait un boulevard pour pouvoir acquérir des clients dans un marché qui est le nôtre, qui est aussi en pleine révolution. Hein. L'expertise comptable est très différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 10 ans et elle sera encore très différente dans 10 ans. Mais donc, on a très vite finalement rempli l'agenda de 4 personnes en moins de 6 mois en réalité, simplement en activant le réseau qui avait été constitué dans une carrière passée, mais aussi une vie privée. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une société où les vies s'entremêlent et finalement, aujourd'hui, on a des clients de toute une série de profils et d'horizons. Et donc, quand je parle de réseau, ça va être des anciens clients que je pouvais avoir dans le secteur bancaire, des gens dont on a croisé la route dans nos vies privées, des amis des scouts, ça va très très loin en fait. Et voilà, et ça a vraiment été un élément qui nous a d'abord permis de faire des économies substantielles sur le plan financier, hein, en sachant qu'une fiduciaire se rend relativement chère aujourd'hui. Et donc autant de moyens financiers à pouvoir investir dans le développement d'un projet, dans la mise en place de bons outils et dans le recrutement de bons collaborateurs. Et je ne regrette absolument pas ce choix et c'était à refaire. Je referai exactement le même. C'est évidemment un peu plus rock'n'roll. Oui, tu veux dire que tu ne démarres pas qu'un gros crédit sur le dos, c'est ça? Exactement. Donc effectivement, on démarre avec un endettement limité et donc une pression financière qui est présente parce qu'il faut payer les salaires, le bureau, et les quelques PC qu'on a achetés. Hein. On a démarré dans un garage aménagé quand même, et dont on était très fiers en fait au début. On a chaque fois grandi étape par étape. Mais ça nous a permis d'être relativement flexibles sur le marché, de pouvoir assez rapidement engager et d'avoir une pression financière qui était maîtrisée. Et j'ai aucun regret aujourd'hui quand je vois le chiffre d'affaires qu'on fait. Ça représente quand même, si on avait dû acquérir un tel portefeuille client, on serait encore endetté pour plusieurs années très certainement. Je voudrais approfondir le sujet de l'acquisition client, parce que c'est un des principaux défis des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et leur principal défi, c'est vraiment d'acquérir les premiers clients. Est-ce que tu aurais quelques best practices à partager? Oui, alors je pense qu'une relation commerciale, c'est avant tout une relation de confiance. Et donc, très clairement, moi, le networking m'a beaucoup aidé pour l'acquisition client, pour réactiver le réseau et pour développer le réseau. Par contre, on y est toujours allé avec... je suis toujours allé en networking avec une ambition saine, c'est-à-dire d'abord de nourrir le réseau avant de faire de l'acquisition client pure et simple. Et donc, le lien, il est beaucoup plus fin et le délai probablement un peu plus long. Je n'allais pas en networking en me disant je vais ramener 5 clients. Par contre, j'allais en networking et j'avais développé le réseau de manière un peu plus significative. Et ces gens-là, finalement, revenaient rapidement ou moins rapidement, parfois des années après. Mais c'est le fruit des arbres qui ont été plantés il y a quelques années. Et on continue aujourd'hui et on sait que quand on va en networking, quand on donne des conférences, quand on assiste à des événements réunissant des entrepreneurs tels que la Nuit des entrepreneurs inspirants, on a l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs, de tisser du lien avec eux et que ceux-là se souviendront de nous. Alors évidemment, il faut réactiver le réseau au travers de différents moyens, notamment la présence sur les réseaux sociaux. Là, on a encore pas mal de boulot chez nous. Et en étant présent toujours dans les activités qui réunissent des entrepreneurs dans les régions au sein desquelles on veut développer son activité.
Et donc les étapes d'après, donc la création, l'acquisition de clients, le démarrage. Oui, donc création, acquisition client, démarrage, alors énormément de défis aussi, défis techniques, défis venant du monde bancaire. On ne savait même pas comment pricer en fait. On sait qu'on vend du temps. On s'est pris parfois deux, trois petites boîtes en se disant c'est bien, on va prévoir un forfait et puis on se plante complètement. Des défis en termes de process, des défis, vraiment beaucoup de défis techniques, parce que c'est vrai que l'avantage par contre de racheter une boîte, c'est qu'on a déjà toute une série d'outils, de fonctionnement, de process, de how-to qui ont été mis en place, alors que chez nous on n'avait rien. Donc on a dû tout créer. Le gros avantage, c'est qu'on a pu le créer comme on voulait, respectant notre vision et nos valeurs. Et donc petit à petit, on a poursuivi le développement de la clientèle, l'acquisition client. Au terme de la première année, on était en termes de chiffre d'affaires là où on envisageait d'être au terme des 3 premières années. On a évidemment vu l'objectif à la hausse après. Le fait d'avoir un objectif sain au départ, ça nous a permis de voir quand même qu'on avançait. Et puis on a travaillé dans notre garage, on était vraiment bien, mais pendant un peu plus de 2 ans. Et lorsqu'on a accueilli notre 6e collaborateur, on a dû déménager. Et donc là, on s'est délocalisé et on travaille aujourd'hui Chaussée de Marche, où on est super bien mis dans un très chouette cadre de travail. Et on a engagé d'autres collaborateurs, d'abord des comptables, exclusivement des comptables. Et puis pour répondre à nos missions, une secrétaire qui fait le support administratif et des profils un petit peu plus différents aujourd'hui. On a un juriste, par exemple. On a une personne qui va faire davantage d'analyse financière, du conseil fiscal. Donc voilà, on grandit de manière sereine et on n'a pas une ambition de croissance à tout prix. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de bien faire notre job, de répondre à la mission qui est la nôtre et de développer une entreprise avec une vision assez moderne. On a l'impression aujourd'hui que c'est peut-être une impression, mais que toutes les fiduciaires croulent sous le boulot. Donc, est-ce que c'est un critère de réussite, le fait d'être dans un secteur où la demande est supérieure à l'offre ? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que ça facilite un certain nombre de choses et le monde a changé. Il y a 7 ans, il fallait quand même se battre davantage pour pouvoir acquérir un client et aujourd'hui... typiquement des profils moins rentables pour les fiduciaires ont des difficultés à trouver un expert comptable ou en tout cas une fiduciaire qui est structurée, organisée. Donc c'est vrai que l'acquisition client est un petit peu plus simple, mais je ne suis pas convaincu que c'est beaucoup plus facile pour autant parce qu'il y a d'autres défis du coup. Un défi notamment, c'est de parvenir à sélectionner ses clients. On peut avoir tendance à se dire, on veut grandir à tout prix. Finalement, on a de la demande, on prend. Et derrière, on ne sait pas, assumer les clients. 2, on sélectionne des mauvais clients. Des clients, pour moi, mauvais clients, il n'y a pas de mauvais clients, mais il y a des mauvais clients tenant compte de la nature de la fiduciaire. Et donc, chez nous, un mauvais client, ce sera un client pour lequel on estime qu'on n'a aucune valeur ajoutée. Et donc, l'effet pervers et le danger, c'est vraiment de prendre du tout venant et finalement d'avoir une baisse de la qualité. Et maintenir une qualité en grandissant, c'est vraiment... C'est un vrai défi. As-tu toujours eu un penchant pour l'entrepreneuriat ou est-ce que tu as eu un déclic plus tard ? Alors, j'ai toujours adoré l'entrepreneuriat. Je pense par contre que l'entrepreneuriat, c'est avant tout un état d'esprit plus qu'un statut. On peut être entrepreneur avec un statut de salarié. On en a chez nous. Clairement, notre manager est salarié. Il a un vrai profil d'entrepreneur. Tout comme on peut être indépendant sans esprit entrepreneur. De mon point de vue, j'ai toujours adoré les projets. C'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me fait lever le matin. Évidemment, les projets au sein des Maxis et d'autres, même si Maxis prend beaucoup de temps. Et sur le plan, à titre plus personnel, je suis le fruit d'un couple de parents qui est un petit peu improbable. C'est-à-dire que je viens d'une famille du côté de mon père d'indépendants, essentiellement des commerçants, plutôt dans le secteur, plutôt des jobs manuels. Donc mon père a été indépendant toute sa vie, il est encore aujourd'hui, même retraité, il continue de travailler parce que je pense que c'est ce qu'il aime le plus. Et j'ai une maman qui à la base est professeure de français et qui a fait toute une partie de sa carrière comme syndicaliste.
Et donc ça a toujours nourri plutôt fort les débats à la maison. Et je pense que c'est vraiment une richesse en fait d'avoir différents horizons, différents points de vue. Et peut-être que ça fait aussi aujourd'hui de moi, ça me confère en tout cas une forme de sensibilité aussi au statut de collaborateur salarié. Voilà. Et donc, oui, j'ai toujours été exposé à l'entrepreneuriat. J'ai toujours eu envie d'être entrepreneur, mais j'aurais tout à fait pu être entrepreneur salarié dans une boîte, en tout cas qui me laissait déployer mes ailes comme je l'aurais voulu. Y a-t-il eu une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur? Alors, c'est une très bonne question. Je pense plusieurs personnes. Je crois que c'est une influence de plusieurs années, très clairement. Par contre, parfois on a un déclic et parfois on a une opportunité. Et là, je pense notamment à deux personnes. La première, c'est quand j'étais toujours salarié dans le secteur bancaire, où j'ai un de mes clients qui avait une fiduciaire qui m'a permis d'avoir un certain nombre d'échanges avec lui. Et sans pour autant être rassuré quant au fait de sauter le pas, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire demain. Et puis on a créé Maxis à deux, et donc très clairement le fait de démarrer un projet à deux, ça sécurise partiellement, en tout cas le grand saut, même si ça augmente très clairement aussi le niveau de risque. Donc ça le sécurise parce qu'on a quelqu'un qui peut nous rassurer et on peut rassurer l'autre, mais ça augmente le niveau de risque parce qu'il y a deux salaires à payer et on estime qu'on a une responsabilité vis-à-vis de l'autre. Comment tes proches ont réagi? Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, mais comment tes proches ont réagi lorsque tu as annoncé et décidé de devenir entrepreneur? Alors là, je dirais que dans mon environnement, notamment familial, j'ai eu deux types de réactions. Je vais penser à mon père ou mes cousins qui sont indépendants. Eux, ils ont trouvé ça tout à fait normal. Ils étaient habitués en fait à s'insécuriser et à faire le grand saut. Et même quand on est dans un business relativement stable, on doit quand même souvent s'insécuriser et se réinventer. Donc eux, ils étaient assez enthousiastes. Ils trouvaient ça finalement assez normal et la suite d'un parcours. Et puis, il y a tout l'autre pan de ma vie familiale, amicale, etc., qui ont des jobs plutôt qu'on pourrait qualifier de stables, et qui, eux, m'ont pris pour un fou. Et un fou, ils m'ont bien sûr encouragé, mais ils ont aussi parfois pu me mettre un certain nombre de doutes en disant « mais es-tu sûr de ce que tu fais ?» Et en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous donne encore moins le droit de ne pas mettre toute l'énergie qu'on a envie de mettre dans notre projet. Ça permet aussi de pondérer parfois je suis quelqu'un de très enthousiaste et parfois modérer mon enthousiasme peut me permettre de me raccrocher à la terre. Mais donc voilà, vraiment deux types de réactions très différentes qui ont été très riches toutes les deux en fait. D'un côté, beaucoup d'encouragement, de l'autre, de l'encouragement avec des questions et l'obligation après du coup de mener à bien le projet. Si tu avais l'occasion de revisiter ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que j'ai commis énormément d'erreurs et je referais tout exactement à l'identique parce que ce sont ces erreurs-là qui m'ont chaque fois permis de grandir, d'évoluer, de me remettre en question et qui font finalement là où on en est aujourd'hui, là où j'en suis à titre personnel dans ma vie sur tous les plans aujourd'hui. Et donc, c'est des erreurs qui nous permettent de grandir. Les montagnes russes, c'est propre à la vie entrepreneuriale. Mais c'est ce qui permet d'avancer. Donc je referai exactement tout à l'identique. Même si ma vie serait probablement beaucoup plus simple aujourd'hui, et elle aurait été beaucoup plus simple si je n'avais pas commis toutes ces erreurs. Mais tu es donc de ceux qui pensent que voilà, l'échec nous fait avancer et on est meilleur après un échec. Je pense que l'échec et l'entrepreneuriat vont de pair. Et très clairement, c'est un entrepreneur qui prétend ne pas rencontrer l'échec, ne jamais avoir rencontré l'échec, pour moi, se voile la face. Soit il souhaite donner une image qui n'est pas la réalité, même si aujourd'hui, on est de plus en plus ouvert quand même par rapport à ces difficultés. Soit il a vraiment déterminé des objectifs qui étaient vraiment trop peu ambitieux, ce qui est quand même rarement le cas. Donc l'échec, c'est un puissant moteur. C'est
c'est lui qui force à se remettre en question, c'est lui qui force à se réinventer, c'est lui qui force qui permet de retrouver de l'énergie. Quand on ne rencontre aucune difficulté, on s'emmerde en fait, on s'ennuie. Donc bien sûr, l'échec, il faut l'accueillir. Et dans un deuxième temps, la peur d'un échec nouveau permet parfois de réagir aussi. Mais quand il l'a, il faut l'accepter. C'est toujours une opportunité. Maintenant, il faut placer le curseur au bon endroit, puisque entre l'échec positif qui permet d'apprendre, mais aussi l'échec qui fait abandonner aussi. Donc le curseur se situe un peu entre les deux. Bien sûr, et je crois qu'un entrepreneur doit toujours regarder vers l'avant. Il doit décomposer aussi ses objectifs en des objectifs atteignables, tout en ayant une destination vers laquelle il veut aller. Et quand on est face à un échec, parfois on doit aussi, c'est important je pense, de regarder derrière et de voir le chemin parcouru. Parce qu'effectivement, on n'arrive peut-être pas à gravir la montagne qui s'offre à nous, qui se place devant nous. À l'instant présent, on n'est peut-être pas encore prêt, on saura peut-être la gravir plus tard. Mais par contre, se retourner et se dire « Ah oui, on a déjà fait tout ça », en fait, ça nous redonne un coup de boost. Et finalement, c'est parfois l'énergie qui nous manque pour passer le col. Quelles ont été tes sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse de lecture, de mentors ou d'expériences vécues? À la base, mon environnement familial, notamment du côté de mon papa, où tout le monde est indépendant. Peu importe le niveau d'études, peu importe le niveau de spécialisation dans la matière, tout le monde a lancé à un moment donné une activité. Et finalement, c'est par la force de leur travail qu'ils ont pu chacun développer au final une belle boîte. Ça veut dire que peu importe au départ, je pense, les outils qu'on a dans sa boîte à outils, on peut les acquérir si on s'en donne les moyens, si on s'en donne l'énergie. Et je crois très fort aujourd'hui, du coup, ils m'ont aussi appris que le travail, c'est une des conditions indispensables au succès d'un entrepreneur. Je pense que sans travail, il n'y a pas de réussite. Et donc ça, c'est clairement une source d'inspiration importante. Pour le reste, plein d'auteurs, des clients. Les clients nous inspirent, nos clients nous inspirent de par leur réussite. On est entrepreneurs, ils sont entrepreneurs, et on a régulièrement des clients où on se dit mais en fait c'est extrêmement inspirant, il a pris les bonnes décisions, etc. Et puis dans mon métier, j'ai la chance que les clients se confient énormément. Et donc même des clients qui ont des grosses entreprises aujourd'hui accepteront d'être à livre ouvert en fait. Ils parleront aussi de leurs échecs à leur expert comptable. Ils parleront de leurs difficultés. Et je trouve que cette ouverture et cette franchise aussi par rapport aux difficultés est à mon sens extrêmement inspirante. Le mentorat, c'est quelque chose que tu as envisagé dans un sens ou dans l'autre. Donc, recevoir du mentorat ou être mentor. Alors, je ne l'ai pas envisagé concrètement aujourd'hui. J'ai toujours dans la vision, on a dans la vision d'entreprise, et c'est une vision aussi personnelle, la volonté de consacrer à terme un 1/5 de notre temps pour justement soutenir, peu importe le format, l'esprit d'entreprendre en région wallonne et en région bruxelloise. Donc, clairement, un jour, c'est quelque chose que je souhaiterais faire, être mentor. Et comme on a toujours besoin d'apprendre, je serais ravi d'être mentoré un jour par quelqu'un qui m'inspire. Oui. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ton parcours et que tu souhaites partager avec nos auditeurs aujourd'hui? Alors, l'accomplissement dont je suis le plus fier, c'est d'avoir pu lancer une boîte dans un secteur qui n'était pas le mien à la base, et en partant finalement de rien, et comme on l'a dit tout à l'heure, uniquement d'un réseau de base théorique et de la capacité à s'entourer de bonnes personnes. Et ça, c'est aussi un élément dont on n'a pas parlé, mais qui me semble essentiel dans la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est vraiment la capacité à bien s'entourer. Je pense qu'un entrepreneur qui excelle dans ce qu'il fait, qui est mal entouré, rencontrera bien plus de difficultés à porter son projet là où il souhaite le porter qu'un entrepreneur qui est bien entouré et évidemment qui est bon dans ce qu'il fait. Tu dis un métier qui n'était pas le tien à la base, ça veut dire pour toi est-ce que c'est interchangeable? C'est-à-dire que tu aurais pu utiliser la même recette et lancer un business sur un autre secteur totalement différent? Je pense que oui. J'ai en fait la conviction profonde que si on s'en donne les moyens, évidemment il faut un terrain ou un terreau minimum. C'est-à-dire que la personne qui déteste les maths et qui rêve d'être grand mathématicien rencontrera plus de difficultés, ou moi qui chante très mal, je ne rêve malheureusement
Enfin, je ne sais que je ne serai jamais grand chanteur à voix, mais oui, dans une certaine mesure, je pense qu'il faut plusieurs ingrédients. Il faut d'une part apprendre le marché, connaître le marché et découvrir le marché et l'approfondir dans lequel on a envie d'évoluer. Deuxièmement, il faut développer son réseau dans le marché dans lequel on a envie d'évoluer. Et troisièmement, et c'est une condition indispensable aussi, il faut acquérir les compétences techniques et les soft skills qui sont en lien avec l'activité qu'on veut développer. Et je crois que ce modèle-là, il est... en tout cas, ces trois conditions-là, elles sont transposables à n'importe quel projet. Pour autant qu'on utilise ces trois ingrédients et qu'on ait évidemment la niaque pour porter un projet ambitieux, on peut quasiment le transposer à n'importe quel projet. Et quels sont les éléments de différenciation d'une fiduciaire ? On a l'impression que c'est une fiduciaire égale une autre fiduciaire. J'imagine que ce n'est pas le cas. Une fiduciaire... ça semble être une fiduciaire. Finalement, ce dont je me rends compte, c'est qu'on fait tous des choses très différentes. À notre niveau et à titre personnel, moi je me suis lancé dans l'expertise comptable vraiment pour conseiller les clients, bien plus que pour enregistrer de l'information financière. C'est ça qui m'a motivé, c'est ça qui nous motive. Alors on traite énormément d'informations financières, d'informations comptables et d'informations fiscales, mais tout ça n'est qu'un moyen pour piloter une entreprise. Aujourd'hui, il existe une série de fiduciaires qui remplissent qui assurent très très bien d'ailleurs les obligations, l'accomplissement des obligations comptables et fiscales des clients. Nous, là où c'est plus compliqué, c'est qu'on veut vraiment se positionner comme partenaire des clients, qu'on veut les accompagner dans les différentes sphères de leur vie, privée même, professionnelle, en tout cas privée en ce que l'entreprise permet de construire des projets privés. Et c'est la dimension projet qui nous anime. Et finalement, là où la grande société a accès à un Deloitte, un KPMG ou un Big Four, qui peut l'accompagner dans toute une série de facettes, eh bien, nous, notre vision, c'est de proposer ça à la PME en pouvant leur apporter des conseils juridiques pointus, des conseils fiscaux pointus, de l'analyse financière pointue, et finalement, à notre manière aussi, vu qu'on est entrepreneur, on partage avec nos clients notre aventure entrepreneuriale, les challenges, les échecs, les difficultés, ce qui a tendance à les rassurer, mais aussi à les booster. Et donc, je dirais que chez nous, une des différences, c'est parfois la capacité à pousser un peu le client quand on sent qu'il est prêt, mais qu'il a quelques doutes quant au fait de passer de l'autre côté de la rive. On vient d'un secteur où, sur papier en tout cas, on disait souvent le client est au centre. Je pense que c'était le cas de tous les acteurs du secteur. Comment est-ce qu'on, au niveau des actes, met vraiment le client au centre versus le dire sur papier ? Je pense que pour mettre réellement le client au centre, il faut comprendre qui il est en tant qu'entrepreneur, qui il est en tant que personne, quels sont ses objectifs, quels sont ses doutes, quel est son parcours de vie aussi. Et chez nous, même si on ne se rendra évidemment pas malade, si nos clients n'arrivent pas exactement là où ils veulent, on a tendance à faire des objectifs de nos clients une forme d'objectif d'Emaxis. Et clairement, ça veut dire qu'on mettra tout en œuvre pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, tenant compte de ce qui est évidemment dans notre scope et de notre possible. Et donc, ça, c'est le deuxième élément. Je dirais que le troisième élément, c'est la culture d'entreprise. Chez nous, on connaît nos clients, tous les collaborateurs connaissent les clients. On a une forme de proximité avec les clients, même si on reste dans un contexte évidemment professionnel. Et il y a une loyauté aussi. On va du coup être relativement sélectif dans le choix des clients. Mais après, quand on prend un client, c'est pour le meilleur et pour le pire, je dirais. C'est pour la vie. Pour autant, évidemment, qu'on respecte chacun les codes déontologiques minimum. Et donc, tu parlais tout à l'heure de soft skills. J'imagine qu'il y a un peu besoin de psychologie aussi par rapport à... On est un peu le psychologue aussi de son client. Bien sûr. C'est d'ailleurs, moi, quelque chose qui me... Enfin, j'ai pas la prétention d'être le psy de nos clients, mais les échanges que j'ai avec les clients, je dirais, pour plus de 50%, sont des échanges plutôt humain, axé sur des soft skills, bien plus que sur des chiffres en tant que tels. Alors, on parle évidemment chiffres, on reste une fiduciaire d'expertise comptable, et je crois que c'est ça que les clients viennent chercher chez nous aussi. J'ai toujours pensé qu'un relationnel fort, allié à des compétences techniques poussées, constituait vraiment les ingrédients d'une recette parfaite dans mon domaine en tout cas.
On a parlé des accomplissements, mais il y a inévitablement dans la vie d'un entrepreneur beaucoup de défis. Donc, quel était le ou les plus grands obstacles que tu as rencontrés et comment les as-tu transformés en opportunités? Alors, les obstacles, ils sont pratiquement quotidiens dans la vie d'un entrepreneur. Surtout qu'au début, on ne sait pas bien comment les gérer. Et donc, ça nous insécurise, ça nous donne parfois un certain nombre d'insomnies. Un des obstacles qu'on a su gérer, et je vais t'expliquer comment, c'est au départ, au lancement, comme je disais, des difficultés de pricing. On ne savait pas comment pricer. On savait à peu près ce que représentait la charge d'un dossier, mais on était en mode d'acquisition client et donc on était un peu plus souple ou un peu plus optimiste dans le temps qu'on devait passer. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on avait beau bosser, c'était pas rentable. Et donc là, c'est facile. Il faut revoir le modèle et en attendant, il faut travailler plus. Donc c'est comme ça qu'on l'a surmonté. On a réadapté aujourd'hui notre offre et notre pricing pour qu'ils soient en lien avec la réalité des prestations. Donc voilà, ça c'est une difficulté. Tenant compte de qui on est aussi, on peut rencontrer des difficultés parfois sur le plan humain. J'en ai une autre en tête. La première fois qu'on a dû licencier un collaborateur, ça a été extrêmement difficile pour moi parce que je considérais que c'était un échec personnel et un échec de l'entreprise. Je me disais, mais comment est-ce possible de ne pas arriver à tirer le meilleur d'une personne? Et je pense que la responsabilité, après coup, était clairement partagée. Et donc, on avait d'office une responsabilité chez nous. Du coup, aujourd'hui, je vais être beaucoup plus attentif dans la sélection des candidats, d'une part, et dans le suivi, d'autre part. Et donc, voilà, mais vous êtes une petite structure de 4 personnes, il y a un collaborateur qui ne convient pas, vous devez vous en séparer et vous vous dites que c'est en partie votre responsabilité et les 3 autres doivent trimer plus, c'est compliqué. Et puis, des difficultés, on en a eu plein. La première fois qu'on a perdu un client, je pense qu'on a perdu moins de 10 sur les 7 ans des Maxis, donc on a un taux de rétention qui est plutôt très élevé et on en est très fiers. Mais la première fois qu'on a perdu un client, je l'ai vécu vraiment sur le plan personnel de manière très très difficile, en me disant qu'est-ce qu'on a fait pour perdre ce client-là. Et finalement, j'ai dû apprendre à prendre du recul par rapport à ça et me dire ok, lâche prise, ça fait partie de la vie. On ne peut pas. Ce que je veux dire par là, c'est que on doit accepter que la perfection est impossible. Et on peut avoir des exigences très élevées. On doit aussi accepter que parfois, on ne sait pas les atteindre. Une question que j'affectionne beaucoup, c'est sur la marque personnelle du dirigeant d'entreprise. Donc on remarque souvent que beaucoup sont silencieux, se réfugient un peu derrière la marque de leur entreprise. C'est encore plus fort au niveau des fiduciaires et des professions libérales en général. Il y a un côté légal, puisqu'à un moment donné, c'était interdit même de faire de la publicité. Ça a un peu changé. Quel est ton avis par rapport à ça ? Alors je pense que, en tout cas à la création et au développement d'une entreprise, il y a toujours un entrepreneur ou plusieurs entrepreneurs. Chez nous, évidemment, au départ, personne ne connaissait Maxis. Et quand on a activé le réseau, les gens venaient voir l'entrepreneur et la marque derrière. Petit à petit, l'entreprise devient une marque à part entière. Et finalement, les projets de l'entreprise sont portés par l'entrepreneur qui est derrière. Mais l'entrepreneur en tant que tel peut développer d'autres projets. Et donc, on a petit à petit... c'est une personne qui devient 2 personnes, en fait. Je crois que la marque personnelle, par contre, est un outil indispensable pour pouvoir rebondir dans les différentes facettes de sa vie privée, professionnelle et éventuellement projets entrepreneuriaux qui, on l'a vu, peuvent être très différents au sein d'une carrière qui est généralement de plus de 40 ans. Mais même pour l'entreprise en général, même sans la vision d'autres projets, de dire finalement, est-ce qu'il ne faut pas mettre un « ou » à la place d'un « et », c'est-à-dire marque de l'entreprise et... Non, c'est le contraire. Donc justement, est-ce qu'il ne faut pas mettre plutôt un « et » plutôt qu'un « ou » entre la marque personnelle et la marque de l'entreprise? C'est-à-dire, voilà, il y a la communication de mon entreprise, mais en plus, je fais la communication
moi en tant que dirigeant, et les deux sont compatibles. Bien sûr, et ceci est d'autant plus vrai quand l'entreprise n'est pas composée d'une seule personne, évidemment. Je pense que c'est aussi laisser une place aux gens qui composent l'entreprise et qui bossent dans l'entreprise. L'entreprise vit à part entière, indépendamment du dirigeant, même si les deux sont évidemment interconnectés, les deux marques sont différentes. La mission de l'entreprise n'est pas forcément la mission du dirigeant de manière exhaustive, et c'est une manière de laisser l'entreprise vivre. L'entreprise doit communiquer sur qui elle est, et l'entreprise n'est pas le dirigeant, et c'est effectivement cette confusion est souvent rencontrée, je trouve, dans des entreprises qui sont relativement réduites en taille et ou qui sont finalement jeunes. En fait, je pense qu'une fois que l'entreprise est capable de se nourrir de manière, de fonctionner de manière autonome, ce qui n'empêche pas qu'elle soit dirigée et inspirée, à ce moment-là, la marque de l'entreprise devient autonome à part entière, en fait. Comment décrirais-tu ton style de leadership et son impact sur ta culture d'entreprise ? Alors, j'ai un leadership de conviction. D'abord, je crois profondément dans le fait qu'on peut tirer le meilleur parti de chacun en les encourageant et en leur permettant de déployer leurs ailes. Et donc, je fais partie de ceux qui vont, pour fabriquer une fusée, donner le goût de Mars à l'équipe, bien plus que de leur demander de respecter un cahier des charges bien précis. Donc je vais avoir un management plutôt qu'on pourra qualifier, même si j'aime pas ce terme-là, d'inspirant, à la différence d'un management directif. Attention que ça m'a joué des tours aussi. Aucun style de leadership n'est parfait. Et le management inspirant va fonctionner avec des personnes qui sont ambitieuses, qui ont envie de s'intégrer dans le projet. Et donc, voilà. Mon leadership, il sera vraiment orienté sur la confiance envers chacun des membres de l'équipe et en la conviction profonde qu'une équipe, c'est une somme qui fait plus que l'addition de chaque individu. Une question que je suis content de te poser, c'est comment est-ce que tu équilibres tes engagements professionnels avec tes intérêts personnels ? Alors, j'ai encore quelques apprentissages à faire en la matière, même si je crois que ça va mieux qu'avant. Il faut pas se mentir, quand on lance un projet, quand on développe un projet, quand on est animé par ce projet, ça nous prend énormément de temps. On a 24 heures dans une journée, on a quand même besoin de quelques heures pour dormir. On ne doit pas s'oublier soi, on a besoin d'un minimum de temps libre, ne serait-ce que pour lire. On a besoin de se former. Et on a aussi et surtout une vie familiale. J'ai 2 adorables enfants qui me nourrissent et qui sont du haut de leurs 5 et 7 ans une source d'inspiration au quotidien, plutôt par leur comportement. Ma recette à moi, c'est un peu le work hard, play hard. Et donc, quand j'en ai l'opportunité, je vais travailler beaucoup, tout en sachant que je m'octroierai des temps off par après. Et donc aujourd'hui, par exemple, avec la réforme des congés scolaires en communauté française, je vais m'arrêter chaque fois une semaine avec les enfants. C'est mon moment à moi, c'est le moment où je construis du lien avec eux, en plus du quotidien évidemment, mais le quotidien, on rentre, on est parfois stressé, c'est la routine et le rush. Et donc voilà une manière de l'équilibrer, mais j'ai pas encore la recette parfaite. Probablement que cela vient du fait que quand je suis au boulot, j'ai l'impression de m'amuser. Et donc, j'ai moins de besoin de loisirs à côté. Est-ce que c'est plus facile d'être un homme dans le monde entrepreneurial aujourd'hui que d'être une femme ? Je pense... Par rapport à la vie de famille, notamment, tu parles de tes enfants et autres, évidemment. Aujourd'hui, heureusement, les mœurs ont évolué. Le papa n'est plus démissionnaire, je dirais, dans la vie de famille comme il pouvait l'être par le passé. Et je dirais que c'est possible, ce n'est pas plus facile d'être un homme qu'une femme, pour autant que la femme est le bon partenaire, finalement, qui joue son rôle pleinement de papa par rapport à la vie de famille. Maintenant, si on en revient à un modèle plus traditionnel tel qu'il était il y a 30 ans, bien sûr que l'homme avait beaucoup plus facile, parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes à la maison, même ses enfants avaient moins d'attentes à son égard. Aujourd'hui, heureusement, ça s'équilibre, et c'est pas encore parfait, et j'espère que ça s'équilibrera totalement dans le futur. On doit accepter qu'on ne peut pas être le meilleur en tout. Il faut fixer ses combats. On peut être excellent en tant que parent, en tant que conjoint ou partenaire, dans sa vie professionnelle,
mais on ne saura pas en plus exceller dans une vie sportive à côté, dans des activités d'enseignement, dans une vie amicale. On doit accepter aussi que ce sont des vases communicants. Je pense qu'on a tous l'histoire de l'entrepreneur qui excelle en tout me semble irréaliste aujourd'hui, et on doit accepter de lâcher prise par rapport à ça. Du coup, à défaut de pouvoir parfois donner beaucoup de temps, que ce soit à son conjoint ou à ses enfants, je pense qu'on doit se dire qu'on leur donne du temps de qualité. C'est en tout cas une forme de consolation partielle. As-tu remarqué un changement du regard des autres par rapport à la réussite ? Je parle de ton entourage élargi, pas forcément de tes proches directs. Oui, peut-être. J'ai décidé de ne prendre que de bon, que ce qu'il y avait de bon autour de moi, en fait. Et donc, la jalousie, je la vois pas. Je ne sais pas s'il y en a, peut-être. Par contre, les autres renvoient parfois un chouette regard en disant « Ah, tu peux être fier, finalement, tu y es arrivé, tu y es arrivé aux premiers échelons, mais ce que tu avais dit que tu ferais, tu le ferais. » Et ça, c'est vrai que c'est quand même nourrissant, surtout quand ça vient de gens qui comptent, qui nous ont fait confiance. Donc oui, le regard peut changer. Après, c'est pas un moteur. Je pense pas que le regard des autres doive être un moteur. On doit faire son projet pour soi-même. Et le regard, après, peut venir parfois confirmer, appuyer qu'on est sur la bonne voie. C'est pas toujours évident de s'en détacher, je pense, du regard des autres, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et ça s'apprend, en fait, je pense. Je crois que la critique positive, il faut toujours l'accueillir et l'accepter. On aura effectivement plus régulièrement aussi des critiques un peu négatives qui sont drivées par des éléments qui sont propres à la personne qui porte la critique. Ouais, ceux-là, finalement, on doit s'en détacher et pas y prêter attention, je pense. Y a-t-il une citation ou une pensée qui t'inspire particulièrement dans ta vie d'entrepreneur ? C'est la citation d'un personnage de sitcom qui dit que le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Et je pense qu'il faut qu'on en soit conscient et qu'on l'accepte en tant qu'entrepreneur. D'abord, on bosse et après, on se retourne et on se dit « Ok, ah ouais, on a fait tout ça. » Et donc, comment envisages-tu l'évolution de ton secteur dans les années à venir et la place de ton entreprise dans celui-ci ? Alors, on a des projets par rapport à ça. Si tu me réinvites d'ici un timing que je te communiquerai, je serai ravi de t'en parler. On a des projets et on est en analyse et en examen constant de l'environnement qu'est le nôtre. Et si je prends si je fais une analyse SWOT, il y a énormément de menaces demain, mais tout autant d'opportunités. Et très clairement, je veux qu'Emaxis se positionne dans le tunnel des opportunités, voire soit un précurseur. Voilà, donc le secteur va beaucoup évoluer et il y a pas mal de choses qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Donc de ton point de vue, le statu quo qu'on a connu ces dernières années va changer ? Je pense qu'il a déjà changé, mais que les effets, c'est un petit peu comme un domino. Le premier domino est tombé, mais il y en a plein qui doivent tomber d'abord. Et donc le dernier n'est pas encore tombé, mais celui qui regarde un petit peu, il voit que le premier est tombé. Et donc pour terminer, peux-tu partager avec nos auditeurs les 3 fondamentaux de la réussite ? Alors, je pense que le premier, c'est d'avoir un projet ambitieux, mais que cette ambition doit être saine et de bonne à la loi. On doit être ambitieux et décomposer après son objectif pour ne pas se décourager. Le deuxième, on doit exceller dans ce qu'on fait. On ne peut pas pénétrer un marché si on n'est pas bon techniquement, si on ne connaît pas ce marché, si on n'est pas constamment informé de l'actualité, des évolutions du marché. Et le troisième, on doit accepter l'échec et l'utiliser vraiment comme un tremplin pour aller une étape plus loin. Je pense que ces 3 fondamentaux-là permettent à un entrepreneur de rencontrer en tout cas le bonheur dans sa carrière et d'accomplir son projet entrepreneurial. Édouard, un grand merci pour ce partage. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Merci Geoffroy, bonne journée à vous.